Une simple déclaration au château de Balmoral fut l'étincelle qui déclencha l'un des moments les plus bouleversants de l'histoire royale moderne. Ce qui avait commencé comme un dîner serein dans les Highlands écossais se termina par des paroles qui allaient changer le cours de la dynastie des Windsor. Le roi Charles, d'une voix douce mais résolue, annonça que Catherine, princesse de Galles, serait désormais présentée comme la nouvelle reine, le visage féminin symbolique de l'avenir de la monarchie. Cette déclaration n'était pas constitutionnelle, mais sa portée symbolique fut dévastatrice pour Camilla, qui avait enduré des décennies de critiques et de sacrifices pour se sentir anéantie au moment même où elle pensait sa place assurée. La salle à manger avec ses panneaux de chêne et ses portraits ancestraux semblait se resserrer dans le silence. Charles, émacié par la maladie, parlait avec le ton d'un homme aux prises avec des nuits blanches. Il expliquait que la Grande-Bretagne avait besoin d'une figure d'unité libérée des divisions passées. Les biens qu'il contrôlait des domaines aux fiducies philanthropiques seraient transférés sous la tutelle de Catherine afin d'assurer la survie de la monarchie sous le règne de Guillaume. C'était à la fois un remaniement de l'héritage et une réécriture de l'héritage. La réaction de Camilla fut viscérale. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle se levait brusquement, la chaise raclant le sol. Pendant des années, elle avait accompagné Charles à travers les scandales, les calomnies et l'incessante surveillance publique. Être mise à l'écart lui semblait désormais une rupture cruelle, non seulement avec ses privilèges, mais avec l'histoire elle-même. Elle quitta la pièce le pas lourd d'indignation et de désespoir. Kate elle-même était visiblement ébranlée. Son sang-froid vacillait tandis qu'elle murmurait qu'elle était indigne d'un tel titre. Son mari William lui serrait la main, sentant l'immense fardeau que les paroles de son père faisaient peser sur eux deux. L'avenir de la monarchie, autrefois lointain, se profilait désormais devant eux sous le poids des attentes et de l'attention publique. En dehors de Balmoral, la décision a eu des répercussions dans toute la Grande-Bretagne. À Londres, les tabloïds se sont emparés de l'annonce mêlant surprise et spéculation. À l'international, des chaînes comme la BBC et Reuters ont souligné que la décision de Charles intervenait à un moment délicat alors que la monarchie continuait de se débattre avec des questions d'actualité au XXIe siècle. Les analystes l'ont comparé à des transitions royales antérieures où des décisions personnelles étaient en conflit avec le symbolisme national, comme l'abdication d'Édouard VIII ou les premières années d'Élisabeth II assumant des responsabilités inattendues. La douleur de Camilla a été amplifiée par l'ère médiatique moderne. Contrairement aux drames royaux précédents, chaque larme, chaque geste ont été décortiqués en temps réel sur les réseaux sociaux. Les hashtags concernant la nouvelle reine ont fait le buzz sur Twitter, tandis que les tribunes se demandaient si l'ascension de Catherine signifiait une mise à l'écart définitive de Camilla. Pour beaucoup, cela symbolisait un changement générationnel. Pour d'autres, cela ravivait de douloureux souvenirs de Diana dont l'ombre planait encore dans l'esprit du public. Pendant ce temps, les partisans de Catherine louaient sa résilience, soulignant ses années d'engagement caritatif et sa gestion sereine de ses problèmes de santé. Les observateurs internationaux, notamment aux États-Unis où le souvenir de Diana résonne fortement, ont établi des parallèles entre la mère et la belle-fille. Pourtant, ces comparaisons étaient à la fois admiratives et dangereuses, ce qui a accru la pression exercée sur Kate pour qu'elle incarne une image idéalisée de compassion et d'unité. Les problèmes de santé du roi Charles rendirent sa décision plus urgente. Après avoir subi des traitements contre le cancer qu'il avait été laissé visiblement fragile, ce remaniement symbolique fut perçu par certains comme un moyen d'assurer la continuité. Selon des articles parus dans The Guardian et des deux lieux, cette décision visait à protéger la monarchie de futures turbulences en accordant la confiance du public à Catherine, dont la cote de popularité surpassait systématiquement celle de Camilla. Le silence du palais sur la question sans apporter de précision, au-delà d'un communiqué officiel, n'a fait qu'alimenter les spéculations. Tard dans la nuit, Camilla errait dans les jardins de Balmoral, les roses luisant faiblement sous le clair de lune. Ses larmes n'étaient pas seulement le fruit du chagrin, mais aussi celui d'une colère brûlante. Elle sentait ses sacrifices ignorés, ses années d'endurance réduites en cendres. Dans l'ombre, le ressentiment commença à se muer en calcul. Le décor était donc planté. Une monarchie déjà accablée par l'histoire se retrouvait confrontée à de nouvelles fractures, la loyauté publique étant mise à l'épreuve et les ambitions privées s'entrechoquant. Camilla allait-elle se réfugier dans le chagrin ou transformer sa douleur en arme pour façonner son destin? Alors que le vent balayait les collines écossaises, le premier acte de ce drame se concluait laissant la Grande-Bretagne et le monde entier essoufflé d'impatience. Le départ de Camilla de la salle à manger de Balmoral ne marqua pas la fin de ses tourments, mais le début d'une résolution tranquille et calculée. Seule dans les couloirs faiblement éclairés du château, elle se sentit trahie non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant que femme qui avait passé des décennies à tenter de se faire une place au sein d'une dynastie qui ne l'avait jamais pleinement accueillie. Les larmes, autrefois expression de chagrin, se durcirent en une expression plus froide. Plus tard dans la nuit, dans le silence de la roseraie, la colère se mêla à la détermination. L'ancienne reine consort désormais mise à l'écart commença à réfléchir à la manière de protéger sa dignité et son héritage.
Son chemin croisa bientôt celui d'une autre figure royale entachée par la disgrâce. Le prince Andrew, longtemps diminué par le scandale, demeurait une présence obscure au sein de la famille. Lui aussi nourrissait un profond ressentiment. Privé des honneurs et de la confiance du public, il ne lui restait plus que l'amertume et la peur d'une nouvelle humiliation. Lorsqu'ils se rencontrèrent dans le jardin, le décor semblait presque mis en scène par le destin. Les paroles de Camilla étaient de mesurer, laissant entrevoir des griefs communs et une survie commune. Andrew, en quête désespérée de pertinence, écoutait avec un vif intérêt. Une alliance tacite commença à se former, une alliance qui reposerait non pas sur une confrontation ouverte, mais sur la manipulation des perceptions. Le plan était subtil. Camilla avait vécu suffisamment longtemps sous les feux des tabloïds pour comprendre combien il était facile de déformer les récits. Elle proposa des articles ciblés qui porteraient atteinte à l'image naissante de Catherine comme nouvelle reine. Au lieu d'attaques directes susceptibles de se retourner contre elle, elle sèmerait le doute alimentant l'opinion publique de rumeurs légères mais toxiques. Pour Andrew, ce stratagème offrait un levier. Protéger le peu de privilèges qui lui restaient semblait valoir le risque. En quelques jours, la stratégie a révélé son efficacité. Les tabloïds londoniens et new-yorkais ont publié des titres remettant en question les priorités de Catherine, citant des emplois du temps manipulés et des photos recadrées, suggérant qu'elle se soustrayait à ses obligations caritatives pour des réunions mondaines exclusives. Bien que totalement déformées, les images ont eu un écho. À l'ère de l'information moderne, la perception éclipse souvent la vérité. Twitter et Instagram ont déferlé sur les commentaires. Les influenceurs se sont demandé si la compassion de la nouvelle reine était sincère ou artificielle. Des publications virales l'ont comparée défavorablement à Diana, dont la réputation de chaleur humaine est restée intacte des décennies après sa mort. L'attaque s'est propagée outre-Atlantique. Les talk-shows américains, toujours avides d'intrigues royales, ont présenté d'anciens collaborateurs qui ont fait allusion au perfectionnisme de Catherine, décrivant des environnements de travail stressants qui faisaient pleurer leurs assistants. Leurs témoignages n'étaient pas des accusations directes, mais des anecdotes soigneusement cadrées suffisantes pour semer le malaise. Des extraits de ces émissions ont inondé TikTok, touchant des millions de personnes en quelques heures. Les débats en ligne ont polarisé le public entre ceux qui défendaient l'intégrité de Catherine et ceux qui affirmaient qu'elle n'incarnait pas l'empathie que son nouveau titre exigeait. Le prince Andrew a jeté de l'huile sur le feu lors d'une apparition publique soigneusement orchestrée lors d'un événement caritatif à Londres. Interrogé sur l'avenir de la monarchie, sa réponse a semblé à la fois désinvolte et tranchante, suggérant que les titres seuls ne garantissaient pas la dignité et mettant en garde contre les dangers d'une ambition qui prenne le pas sur les valeurs familiales. Il n'a nommé personne directement, mais l'insinuation était claire. Le lendemain matin, les gros titres ont crié aux dissensions royales, dépeignant William et Kate comme un couple froid et avide de pouvoir. À Balmoral, les conséquences furent immédiates. La frustration de William se transforma en une colère inhabituelle. Il prit conscience de la nature de la campagne de diffamation, mais peina à la contrer sans paraître sur la défensive. Catherine tenta de garder son sang-froid en public, mais ses proches en constatèrent les conséquences. Ses yeux cernés de fatigue trahissaient des nuits blanches passées à s'inquiéter pour ses enfants et la fragilité de la confiance du public. Ce qui avait commencé comme un geste symbolique de son beau-père ressemblait désormais à un champ de bataille de réputation mené non pas par des armées, mais par des rumeurs, des gros titres et des murmures. Le roi Charles, bien qu'affaibli par la maladie, aperçut la manipulation sous-jacente. Les commentateurs de la BBC et de DW ont souligné combien il était inhabituel que plusieurs tabloïds sur plusieurs continents publient des récits quasi identiques en quelques jours. Les analystes ont comparé cet épisode aux précédentes tempêtes médiatiques qui ont remodelé la monarchie, comme les retombées de l'interview télévisée de Diana au milieu des années 1990. Ce schéma suggérait une orchestration et non une coïncidence. L'instinct de Charles, aiguisé par des décennies de survie aux crises, lui disait que sa femme et son frère n'étaient pas de simples spectateurs. Pour Camilla, le succès initial de la campagne était à la fois source de satisfaction et d'appréhension. D'un côté, elle voyait l'image irréprochable de Catherine commencer à s'effriter, confirmant sa conviction que la faveur du public pouvait rapidement basculer. De l'autre, elle prenait conscience du danger d'une révélation. Si Charles découvrait son rôle, le prix à payer serait l'exil de l'institution même pour laquelle elle s'était battue si longtemps. Le risque ne la découragea pas, mais il renforça sa dépendance à la complicité d'Andrew. La réaction du public est devenue de plus en plus volatile. Les sondages publiés par Reuters ont suggéré une baisse temporaire de la popularité de Catherine, notamment auprès des jeunes actifs sur les réseaux sociaux. Pourtant, les médias traditionnels ont mis en avant son engagement continu auprès des associations caritatives, proposant des contre-discours mettant l'accent sur la résilience. La monarchie semblait prise entre deux mondes, l'un dominé par une vague d'indignation en ligne et l'autre par un respect plus durable du devoir royal. La bataille pour la perception s'est intensifiée. À mesure que l'été avançait, Balmoral n'était plus un refuge mais une véritable chambre de pression.
Entre ces murs de pierre, les alliances se durcissaient, les soupçons s'intensifiaient et chaque conversation portait un ton de trahison. Dehors, les médias du monde entier dévoraient la moindre trace de discorde, la présentant comme la dernière crise existentielle de la monarchie. Pour Charles, la décision d'élever Catherine au rang de reine avait été un acte de préservation. Au lieu de cela, elle déclencha un nouveau conflit qui allait mettre à l'épreuve non seulement l'unité de sa famille, mais aussi la survie même de la confiance qu'elle avait acquise auprès du public. La tempête était loin d'être terminée. Ce qui avait commencé par des conversations chuchotées dans un jardin écossais était devenu une tempête transatlantique. Et au cœur de ce brasier, Camilla et Andrew voyaient à la fois leur opportunité et leur péril. La monarchie résisterait-elle au pouvoir corrosif de la perception, où les graines du doute semées à ses débuts se transformeraient-elles en quelque chose de bien plus destructeur? La machine médiatique moderne est implacable et une fois l'étincelle allumée, le feu est devenu presque impossible à contenir. En une semaine seulement, des histoires soigneusement semées sur Catherine, désormais présentées comme la nouvelle reine, ont dominé les unes et les réseaux sociaux. Les gros titres des tabloïds criaient au scandale des visites à l'hôpital manquées, des dîners fastueux et du perfectionnisme froid, tandis que les médias internationaux reprenaient ces récits sans relâche. L'effet cumulatif fut dévastateur. Ce qui avait commencé comme de subtils murmures dans des jardins obscurs s'est transformé en une tempête médiatique menaçant l'image de la monarchie. Les chaînes de télévision américaines et britanniques ont consacré des segments en prime time à ces controverses soudaines. Des panels de commentateurs se sont demandé si Catherine avait réellement négligé ses devoirs caritatifs, tandis que des talk-shows ont rediffusé les témoignages hésitants d'anciens assistants événementiels. Des extraits de The View montrant un ancien membre du personnel tremblant affirmant que les exigences de Catherine avaient provoqué des larmes parmi ses assistants ont été visionnés des millions de fois sur TikTok en quelques heures. Le cadrage émotionnel de l'interview a mis en lumière la qualité la plus célèbre de Catherine, sa compassion. Le public était profondément divisé. Certains l'ont défendu, arguant que des exigences élevées faisaient partie du devoir royal, tandis que d'autres estimaient que ces allégations révélaient une froideur en contradiction avec son image publique. En milieu de semaine, l'opinion sur les réseaux sociaux a sensiblement évolué. Des sondages publiés par Reuters suggéraient que les jeunes, notamment ceux qui consultent l'actualité via Instagram et TikTok, exprimaient des doutes croissants quant à l'authenticité de Catherine. Parallèlement, des journaux à lectorat plus traditionnels comme le Times et le Telegraph soulignaient ces années de dévouement caritatif et familial. La monarchie se retrouvait à cheval entre deux réalités contradictoires, l'une façonnée par une vague d'indignation numérique et l'autre par un respect de longue date. C'est dans cette atmosphère explosive qu'est intervenu le prince Andrew, dont les subtiles remarques lors d'un événement communautaire ont fourni aux médias de nouvelles munitions. Lorsqu'il a laissé entendre que les titres seuls ne garantissaient pas la dignité, les journalistes ont immédiatement interprété ce commentaire comme une attaque voilée contre William et Catherine. Les titres du Daily Express et du Mail Online ont interprété ces propos comme une critique de l'ambition et du mépris des valeurs familiales. Le public a assimilé ces insinuations à la confirmation de la profondeur des divisions au sein de la famille royale. À Balmoral, la tension était palpable. La frustration de William grandissait en voyant l'image de sa femme s'effriter sous des attaques coordonnées. Il confiait sa colère à ses proches conseillers, exprimant son incrédulité face à la rapidité avec laquelle la confiance pouvait s'effriter à l'ère des médias viraux. Catherine, d'apparence calme lors de ses engagements, luttait en privé contre l'épuisement. Ses amis la décrivaient pâle, les yeux cernés, mais déterminée à continuer d'honorer ses obligations. Elle puisait sa force auprès de ses enfants, veillant à ce que George, Charlotte et Louis restent à l'abri des rumeurs. Leur protection pesait lourdement sur ses épaules, même sous le regard implacable du public. Le roi Charles observa ces événements avec un œil averti. Des analystes de DW et de la BBC suggérèrent que sa décision antérieure, destinée à préserver la continuité de la monarchie, avait au contraire déclenché une tempête de ressentiment et d'opportunisme. Des comparaisons furent établies avec les années tumultueuses qui suivirent la mort de Diana lorsque la colère populaire faillit déstabiliser l'institution. À présent, la perception façonnait à nouveau la réalité et la confiance s'effritait. Charles, malgré sa fragilité due à la maladie, commença discrètement à rassembler des preuves. Il remarqua le timing suspect des articles, les récits contradictoires dans les tabloïds américains et britanniques et l'étrange coordination des témoignages télévisés. Pendant ce temps, dans le monde entier, les débats sur la pertinence de la monarchie ont accentué la pression. La couverture internationale de médias comme Al Jazeera et le Washington Post a lié la crise à des questions plus vastes sur le pouvoir héréditaire dans les sociétés démocratiques. Les critiques ont soutenu que la controverse démontrait la fragilité d'une institution dépendant de la bonne volonté publique plutôt que de la responsabilité.
Les partisans ont rétorqué que les longs états de service de Catherine prouvaient de sa valeur et que les calomnies ne devaient pas dicter l'avenir de la monarchie. La scène internationale a amplifié chaque événement, transformant une querelle familiale en question constitutionnelle. Camilla suivait le chaos qui se déroulait avec un mélange de satisfaction et d'appréhension. Elle espérait retrouver sa dignité en révélant les vulnérabilités de Catherine, mais l'ampleur du contre-coup dépassait son imagination. La frénésie médiatique qu'elle avait contribué à déclencher risquait de devenir incontrôlable. Pour Andrew, la campagne avait une pertinence passagère mais comportait un danger profond. Ses remarques calculées incitaient à s'interroger sur ses motivations et la rumeur courait qu'il s'alliait à Camilla pour leur survie commune. Au sein du palais, la confiance s'éroda encore davantage. Les membres du personnel fidèles à Catherine exprimèrent discrètement leur malaise, soupçonnant que les fuites orchestrées provenaient de la famille elle-même. Les courtisans remarquèrent des mouvements inhabituels dans les dossiers financiers liés à des organisations caritatives autrefois patronnées par Camilla. Chaque découverte laissait entrevoir une orchestration délibérée. Le secrétaire particulier du roi commença à compiler des dossiers retraçant le réseau de connexions entre d'anciens collaborateurs, des rédacteurs de tabloïds et des connaissances de longue date d'Andrew. Le schéma devenait trop évident pour être ignoré. Alors que les jours d'été s'allongeaient, la monarchie traversait une période de fragilité. La confiance du public en Catherine, autrefois apparemment inébranlable, vacillait sous le bombardement constant des rumeurs. La colère de Guillaume menaçait de briser l'unité que Charles cherchait à préserver. Camilla et André, bien qu'agissant dans l'ombre, risquaient chaque jour d'être démasqués. Quant au roi, lui-même affaibli mais résolu, il se préparait à affronter la réalité. La trahison pourrait venir non pas du monde extérieur, mais de l'intérieur même de sa famille. La question se posait désormais avec plus d'acuité que jamais. Catherine parviendrait-elle à résister suffisamment longtemps au poids corrosif d'un scandale fabriqué pour en ressortir renforcé, ou la vague incessante de perceptions parviendrait-elle à la rendre indigne de la couronne qu'elle n'avait pas encore portée? Le roi Charles n'était pas homme à ignorer les subtils changements d'atmosphère au sein de sa famille ou de sa nation. Des années de scandales personnels, de bouleversements politiques et de problèmes de santé avaient forgé en lui une sensibilité méfiante au courant sous-jacent de la trahison. À l'approche de l'été 2025, il pressentit que la tempête entourant Catherine ne pouvait être le fruit du hasard. Trop d'articles paraissaient simultanément, trop de rumeurs circulaient sur tous les continents. La suspicion le rongea jusqu'à ce qu'il lance sa propre enquête privée. Dans son bureau à Balmoral, des papiers étaient disposés sur le grand bureau en chaîne comme les pièces d'un puzzle. Le secrétaire particulier du roi lui présenta une chronologie minutieusement reconstituée des rumeurs. Elle révélait que les articles parus dans les tabloïds londoniens et new-yorkais partageaient un contact éditorial commun, une femme qui des années auparavant avait été impliquée dans une œuvre caritative soutenue par Camilla. Pour Charles, ce n'était pas une coïncidence. Peu après, un majordome de confiance rapporta que le soir même de son annonce dramatique, Camilla avait été aperçue dans la roseraie avec Andrew. Ce souvenir à la fois désinvolte et accablant s'accordait parfaitement avec le reste du puzzle. Une analyse plus approfondie fut menée par le service de communication du palais. Un expert en données remonta la trace d'un service de taxi pré-réservé lié à l'ancien collaborateur apparu à la télévision américaine. Le paiement de ce service provenait d'un fonds encore sous l'influence discrète de Camilla. Petit à petit, le web se révéla. Pour Charles, il devint clair que ce qui minait la réputation de Catherine n'était pas la turbulence naturelle de l'attention médiatique, mais une trahison délibérée. Sa douleur était immense. Camilla avait été sa compagne dans les jours les plus sombres, mais les preuves suggéraient désormais qu'elle avait utilisé son expérience avec la presse, non pas pour défendre la couronne, mais pour la saper. L'implication d'Andrew était tout aussi amère. Un frère cadet, autrefois digne de confiance, avait apparemment préféré le ressentiment à la loyauté. Le rôle du roi en tant qu'époux et frère se heurtait violemment à son devoir de souverain. Il ne pouvait ignorer ce qui l'attendait. Convoquer Andrew à Balmoral ne fut pas une mince affaire. L'atmosphère dans la bibliothèque aux murs sombres était pesante lorsque Charles le confronta. Les preuves sur le bureau étaient irréfutables, des notes de l'assistante de Camilla, des paiements liés à ses réseaux et une chronologie qui ne laissait guère de place au doute. Andrew, affaibli par le scandale et craignant une nouvelle disgrâce, finit par céder. Il admit que Camilla lui avait promis la protection de ses privilèges restants s'il coopérait. Il avoua que la stratégie avait été conçue non pas pour détruire complètement Catherine, mais pour affaiblir son aura de perfection afin de permettre à Camilla de préserver sa dignité dans la sphère publique. Ses paroles étaient teintées de regret, mais elles confirmaient les pires craintes de Charles. La décision du roi était claire. André allait devoir affronter la perte de ses derniers devoirs et privilèges, et cette affaire ne pourrait plus jamais menacer la monarchie. Mais la blessure la plus profonde touchait Camilla. Charles ressentit la tristesse d'un homme qui réalisait que la partenaire qu'il avait défendue si longtemps avait choisi l'ambition plutôt que la loyauté. À cet instant, l'amour fut éclipsé par la responsabilité.
Les commentateurs de la presse ont par la suite souligné que cette confrontation reflétait des tournants antérieurs de l'histoire royale. De même qu'Élisabeth Ire avait mis de côté ses attaches personnelles pour préserver son trône, Charles agissait désormais avec une détermination froide. Les analystes de DW et de la BBC ont décrit cette confrontation comme une affirmation de souveraineté nécessaire mais tragique, où la vie privée était sacrifiée au bien public. À l'échelle internationale, la nouvelle de la révélation d'Andrew s'est rapidement répandue, renforçant l'image d'une monarchie luttant pour préserver son intégrité à une époque où un seul titre viral pouvait anéantir sa réputation. À Balmoral, Camilla affronta Charles non pas comme une épouse mais comme une sujette devant un souverain. Les preuves de son orchestration furent présentées, et ses protestations de sacrifice et de souffrance tombèrent à plat face aux preuves. Le décret fut rapide, elle se retirerait indéfiniment de ses fonctions publiques et se retirerait à Raymill House. Il n'y aurait pas de condamnation officielle, seulement une déclaration soigneusement rédigée invoquant des raisons personnelles et de santé. Pourtant, au palais, chacun comprit la vérité. C'était la fin de son rôle central. Pour Catherine, ces révélations apportèrent à la fois un soulagement et de nouveaux fardeaux. La campagne malveillante était révélée au grand jour, mais les cicatrices subsistaient. Sa réputation avait été ébranlée et les comparaisons avec Diana ravivaient avec une intensité nouvelle. William, bien que furieux de cette trahison, se tenait à ses côtés avec une détermination renouvelée. Leur lien déjà admiré du public devenait désormais un symbole de résilience face à la trahison. Le roi Charles, fragile mais résolu, sortit de cette épreuve à la fois affaibli et renforcé. Il avait été confronté à la trahison de son entourage, proche une épreuve qui l'avait profondément blessé. Pourtant, en agissant avec détermination, il préserva l'image de la monarchie à un moment où elle aurait facilement pu sombrer dans le scandale. Les analystes firent un parallèle avec les années 1990, lorsque le silence et l'hésitation avaient failli briser la confiance du public après la mort de Diana. Cette fois, Charles choisit l'action plutôt que la passivité. Pourtant, la question restait sans réponse. Catherine, nouvellement sacrée, reine symbolique, parviendrait-elle à surmonter pleinement les ombres qui pesaient sur elle? La monarchie parviendrait-elle à rétablir la confiance dans un monde où le doute persistait plus obstinément que la vérité? Alors que les vents écossais balayaient les couloirs de Balmoral, la dynastie se trouvait à la croisée des chemins, son unité étant fragile et son avenir incertain. Les conséquences des révélations de Balmoral se déroulèrent avec la gravité d'un jugement longtemps différé. Dans les jours qui suivirent les aveux d'Andrew et la révélation des manigances de Camilla, le roi Charles afficha le sang-froid d'un monarque déterminé à protéger son héritage, même si intérieurement il était rongé par le chagrin. L'homme qui avait passé sa vie à défendre la femme qu'il aimait était désormais contraint de fixer des limites pour le bien de l'institution qu'il avait juré de préserver. À huis clos, un décret fut finalisé. Camilla n'apparaîtrait plus aux cérémonies royales dans un rôle important. Elle se retirerait à Raymill House, la résidence qu'elle avait entretenue en privé avant son mariage, et mènerait une vie à l'abri des obligations officielles. L'annonce soigneusement formulée et diffusée par les canaux du palais invoquait des raisons personnelles et de santé. Elle évitait toute allusion à la trahison ou au scandale, mais les cercles royaux comprenaient la vérité. Camilla était tombée, non pas à la demande du public, mais à la suite de la décision du roi de protéger la couronne de l'intérieur. La presse s'empara de la nouvelle. Les gros titres internationaux évoquèrent un retrait soudain qui choqua de nombreux observateurs. Les commentateurs du Guardian, de la BBC et de médias étrangers, comme Reuters et Al Jazeera, soulignèrent combien il était inhabituel pour une reine consort de se retirer aussi brutalement. Les spéculations allèrent bon train, mais le palais garda le silence au-delà de la déclaration officielle. Les analystes interprétèrent ce silence comme une stratégie pour limiter les dégâts, mais l'effet fut indéniable. L'absence de Camilla de la vie publique marqua la fin d'une époque. À Raymill House, la réalité pesait lourdement sur elle. Il ne lui restait que des fragments de la vie qu'elle s'était battue pour se garantir. Les bijoux étaient rangés dans des écrins de velours, les insignes royaux dissimulés. Elle aurait passé des heures à contempler les jardins, repensant à des années de sacrifices, désormais éclipsés par des complots qui s'étaient retournés contre elle. Pour celle qui avait enduré des décennies de dénigrement en tant qu'étrangère, cette perte soudaine d'influence était à la fois dévastatrice et humiliante. Ses larmes exprimaient désormais non seulement de la colère, mais aussi de la résignation. Andrew dut faire face à ses propres conséquences. Bien qu'épargnés d'un procès formel, ses privilèges furent encore réduits. Les invitations cessèrent, les patronages disparurent et le peu de sa position au sein de la famille se réduisit à une présence cérémonielle sans autorité. Les journaux le décrivirent comme un fantôme de la monarchie toléré uniquement par tradition. Sa brève alliance avec Camilla ne lui avait valu qu'une disgrâce plus profonde. Pour William et Catherine, ces révélations apportèrent un mélange complexe de soulagement et de malaise. La vérité avait été révélée, mais les stigmates des rumeurs persistaient. Catherine en particulier sentit le poids des attentes s'intensifier. L'opinion publique s'était ralliée à sa résilience, mais les comparaisons avec Diana se faisaient plus nombreuses.
Les forums en ligne et les colonnes d'opinion débattèrent de sa capacité à incarner la compassion de la défunte princesse tout en portant le manteau symbolique de reine. La surveillance était plus sévère que jamais et Catherine comprenait qu'un faux pas pouvait raviver le doute. Le roi Charles lui-même devint une figure paradoxale. Fragile à cause de la maladie, il affichait néanmoins une détermination d'acier en public. Lors de ses apparitions officielles, les commentateurs remarquaient la solennité de son regard et la fermeté de ses propos. Sa décision d'élever Catherine au rang de reine et de marginaliser Camilla fut présentée par ses partisans comme un acte de prévoyance, tandis que ses critiques estimaient qu'elle révélait des divisions au sein de la famille royale. Quelle que soit l'interprétation, le roi avait affirmé son autorité d'une manière irréversible. L'image de la monarchie à l'étranger reflétait ces turbulences. Les médias européens et américains ont présenté ces événements comme s'inscrivant dans une lutte plus large pour la crédibilité à l'ère de la transparence et des réseaux sociaux. Des articles de la Deutsche Welle et du New York Times se sont demandé si une monarchie si fortement dépendante de son image pouvait résister aux coups répétés de l'intérieur. Pourtant, pour de nombreux Britanniques ordinaires, la vue de Guillaume et Catherine poursuivant leur action auprès d'organismes caritatifs, notamment ceux liés à l'enfance et à la santé, était rassurante. Leurs apparitions publiques ont été chaleureusement accueillies, suggérant que l'institution conservait de profondes réserves de loyauté lorsqu'elle était incarnée par des personnalités incarnant dignité et compassion. En coulisses, cependant, le palais restait prudent. Les conseillers exhortaient ce Guillaume et Catherine à privilégier la cohérence, à éviter toute apparence d'extravagance et à privilégier les causes qui renforçaient l'empathie. Ils savaient que la tempête de doute, bien que temporairement apaisée, ne s'était pas dissipée. Chaque étape était désormais franchie avec la conscience que la perception pouvait être instrumentalisée à tout moment. Camilla, observatrice de loin, devint un symbole tragique. Ces années aux côtés de Charles, autrefois marquées par la résilience et la détermination, étaient désormais commémorées sous le prisme de la trahison. L'histoire avait basculé, la laissant isolée dans une retraite à la campagne, tandis que la monarchie avançait sans elle. Pour Andrew, la chute fut encore plus brutale, le réduisant à une figure tolérée mais dont on ne faisait plus confiance. La monarchie avait traversé une nouvelle crise, mais elle en était sortie transformée. L'unité avait été restaurée en apparence, mais les cicatrices de la trahison étaient de profondes. Le poids de la succession pesait davantage sur Guillaume et Catherine qui portaient désormais non seulement les espoirs d'une nation, mais aussi la responsabilité de sauver une dynastie meurtrie de l'intérieur. La question planait comme une ombre sur les murs de granit de Balmoral. La monarchie pouvait-elle vraiment se remettre des blessures infligées, non pas par des ennemis publics, mais par ses propres membres? Les semaines qui suivirent la retraite de Camille et l'humiliation d'André marquèrent un tournant pour la monarchie. La tempête ne l'avait pas détruite, mais elle avait laissé derrière elle des fissures incontournables. Pour le roi, Charles fragile mais déterminé, le choix d'élever Catherine au rang de reine était plus qu'un geste symbolique. C'était un acte délibéré visant à restaurer l'unité, à présenter une figure d'espoir aux yeux du public et à empêcher la monarchie de sombrer dans les erreurs du passé. Sa vision était d'ancrer la couronne dans un héritage de compassion et de devoir plutôt que dans la division et le scandale. Le moment décisif eut lieu lors d'une cérémonie solennelle à l'abbaye de Westminster célébrée en hommage à la princesse Diana. Sous les voûtes gothiques, où les monarques étaient couronnés depuis des siècles, la famille royale présenta un front uni. Charles, debout, à l'estrade d'une voix assurée, malgré le poids de la maladie, rappela à la nation que Diana avait enseigné à la monarchie que la véritable force ne résidait pas dans le pouvoir mais dans la compassion. Puis devant des millions de spectateurs en Grande-Bretagne et à l'étranger, il présenta Catherine comme la nouvelle reine, symboliquement celle qui perpétuerait l'héritage du service avec résilience et grâce. Des applaudissements ont rempli l'abbaye et l'image de Catherine en robe bleu pâle, le regard brillant mais résolu, s'est instantanément répandue dans les médias du monde entier. Pour beaucoup, ce fut un moment de transition, un passage de flambeau d'une génération à l'autre. Les réseaux sociaux se sont enflammés de hashtags à sa gloire, tandis que des articles d'opinion de Reuters, de la BBC et de la Deutsche Welle ont présenté l'événement comme une fin et un début. C'était la reconnaissance officielle que la monarchie se préparait à un avenir centré sur Guillaume et Catherine. Pourtant, l'atmosphère à l'abbaye n'était pas sans ombre. Camilla, autorisée à assister discrètement à la cérémonie, était assise au fond, sa présence rappelant ce qui avait été perdu. Des larmes coulèrent sur son visage, non pas de défi mais de regret. Les observateurs remarquèrent comment elle évitait les caméras, se glissant discrètement par une porte latérale à la fin de la cérémonie. Pour beaucoup dans le public, sa chute était déjà devenue le symbole d'une trahison jugée par l'histoire. Celle qui devait autrefois se tenir aux côtés du roi comme sa compagne éternelle était devenue une figure d'isolement dont on se souviendrait non pas pour sa résilience, mais pour ses erreurs de jugement. Les conséquences de ce service religieux ont remodelé la trajectoire de la monarchie. Guillaume et Catherine ont agi avec un sens du devoir renouvelé, participant à leurs engagements avec une énergie reflétant à la fois résilience et détermination.
Les sondages publiés dans les semaines suivantes ont suggéré un regain de popularité pour Catherine, notamment auprès des jeunes qui avaient vacillé pendant la campagne de diffamation. Les commentateurs ont attribué son calme et son dévouement visible à sa famille au regain de confiance. Chacune de ses apparitions publiques était désormais scrutée, mais elle en assumait le poids avec une remarquable constance, projetant une image d'autorité sereine. Pour Charles, ce moment public à l'abbaye de Westminster fut à la fois une victoire et un adieu. Les analystes du Times et de DW ont émis l'hypothèse que sa décision de désigner Catherine comme reine symbolique de son vivant était une reconnaissance de sa santé déclinante. Son règne, bien que bref comparé à celui de sa mère, restera dans les mémoires pour son tournant décisif vers la continuité à travers la génération suivante. Il avait enduré la douleur de révéler la trahison de son entourage proche, mais il avait assuré la survie de la monarchie pour affronter l'avenir. L'héritage de Camille et d'André servit cependant d'avertissement brutal. Leur chute illustra la fragilité de l'institution lorsque ambition personnelle et devoirs publics se heurtèrent. Érudits et commentateurs établirent des parallèles avec les crises précédentes de l'abdication d'Édouard VIII aux turbulences des années 1990. À chaque fois, la monarchie avait survécu mais non sans cicatrices. Les blessures actuelles mettraient des années à cicatriser et la confiance du public, une fois ébranlée, resterait fragile. Dans cette stabilité fragile, le fardeau reposait résolument sur Guillaume et Catherine. Leur rôle n'était pas seulement cérémoniel mais existentiel. Ils devaient incarner la compassion, l'unité et la résilience dont la monarchie avait besoin pour rester pertinente au XXIe siècle. Le public international, notamment en Amérique, où le souvenir de Diana demeurait puissant, les considérait comme des symboles de continuité. Chacun de leurs mots, chacun de leurs gestes, chacune de leurs apparitions portait le poids de l'histoire. Dans le calme des appartements de Balmoral après la cérémonie, Charles réfléchit au prix à payer pour préserver la dynastie. Il avait perdu la confiance d'un partenaire affronté, la trahison d'un frère, et remodelé l'image de la couronne au crépuscule de sa vie. Pour Catherine, le titre de nouvelle reine n'était pas un triomphe, mais un devoir solennel. Son regard, empli à la fois de fierté et d'appréhension, révélait la réalité d'une femme qui savait que le chemin à parcourir la mettrait à rude épreuve plus que n'importe quelle campagne de rumeurs. Alors que la Grande-Bretagne s'adaptait à ce nouveau chapitre, une vérité s'imposait. La monarchie avait traversé une nouvelle crise en ressortant marquée mais intacte. Sa survie ne dépendait pas de traditions immuables ni de titres hérités, mais de l'humanité de ceux qui étaient choisis pour la représenter. Et dans cette humanité fragile mais déterminée, la couronne a trouvé sa chance de conserver sa place dans un monde en mutation. La question qui subsistait n'était pas la chute de Camilla ou la disgrâce d'André, mais la capacité de la dynastie à résister aux pressions incessantes de la modernité. Catherine et Guillaume parviendraient-ils à incarner les idéaux attendus d'eux, ou la couronne serait-elle à nouveau ébranlée par le poids de l'histoire ? La réponse restait incertaine, reposant sur les choix de ceux qui portaient désormais l'avenir du nom Windsor.